Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette conférence débat autour de la place des femmes dans le numérique. Alors pour celles et ceux qui étaient là juste avant, je me suis fait un petit kiff avec la chanson de Patrick Juvet, Où sont les femmes? Alors il y a énormément de stéréotypes et de clichés dans cette musique-là, mais c'était pour se mettre un peu dans l'ambiance. On est avec vous aujourd'hui, donc j'ai amené Arthur Taroux avec moi, qui est chargé de mission mixité au sein de l'association Estime Numérique, puisque oui, nous travaillons tous les deux dans l'association Estime Numérique, qui est une association qui œuvre pour la mixité et la diversité dans la filière numérique. Généralement, quand on parle de mixité, on parle aussi de diversité, et dans diversité, on parle aussi de mixité. Donc pour nous, c'est vraiment de s'engager sur les deux sujets. Et on avait envie de partager avec vous ce que l'on voit au quotidien sur le terrain. Alors on n'est pas dans un but militant, mais vraiment dans un but de sensibilisation et faire que chacun et chacune puisse à un moment comprendre ce que c'est que la mixité, quels sont vraiment les leviers, les freins, les blocages, et faire que vous repartiez avec quelques solutions, en tout cas des briques de solutions pour que on parle vraiment aux femmes et qu'on attire plus de femmes dans les métiers du numérique. Alors, où sont les femmes dans le numérique? Commençons tout doucement. Alors, voilà, petit constat rapide. Si on prend un peu une journée ou juste notre vie au quotidien, le numérique prend énormément de place de plus en plus, notamment depuis l'impact du Covid. Alors, j'aime pas dire la Covid, donc je vais dire le Covid. Excusez-moi si je peux choquer certaines personnes. Si on prend un peu nos habitudes de vie, on peut aujourd'hui s'informer via Ouest France. Si à un moment donné, on veut aller d'un point A à un point B, on peut passer par Waze ou par Google Maps. Si à un moment, j'ai la flemme de sortir chez moi et que je veux manger, je passe par Deliveroo, Uber Eats ou même je passe par Too Good To Go pour éviter le gaspillage alimentaire. Bref, il y a Doctolib, on en a parlé tout à l'heure, pour réserver notamment son vaccin ou un rendez-vous chez le médecin. Voilà, tout ça finalement fait qu'aujourd'hui, on est dans une société de plus en plus numérique. Et forcément, ça a un impact aujourd'hui sur les métiers, ou en tout cas sur l'emploi dans ce secteur-là. Alors, un chiffre intéressant qui date avant la crise sanitaire, 80 000 emplois vacants à horizon 2020 en France dans le numérique. C'est un chiffre qui date d'avant la crise. Je n'ai pas les nouveaux chiffres, mais ce serait intéressant de savoir si ce chiffre est toujours d'actualité ou si au contraire, ça a accéléré. Donc, on a aujourd'hui 80 000 emplois vacants dans le numérique en France. Et on compte à peu près, on estime, selon les dernières études, plus de 230 000 personnes supplémentaires embauchées d'ici 2027, selon une étude de Numéum. Donc vraiment, il y a un secteur aujourd'hui qui, on ne vous apprend rien, qui se numérise, une société qui se numérise. Forcément, ça a un impact sur les métiers et sur l'emploi. On parle même de guerre des talents, de pénurie de talents. Rapidement. Et pourtant, pour autre chiffre intéressant, peut-être que vous le connaissez déjà, mais on estime que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. On en parle beaucoup dans le numérique. On nous apprend à apprendre à réapprendre tout le temps. Le numérique, ça va très vite. Les métiers évoluent aussi extrêmement vite. Et forcément, ça a un impact sur les métiers. Donc aujourd'hui, on forme des personnes sur des métiers qui n'existent potentiellement pas. Et donc forcément, ça impacte le monde du travail, le monde de l'apprentissage, le monde de l'éducation. Donc on a aujourd'hui des métiers que l'on ne connaît pas pour l'avenir. Et forcément, ça joue aussi un jeu sur le recrutement. Peut-être pour certains et certaines, vous êtes dans ces métiers-là. Aujourd'hui, les soft skills, les compétences humaines, sont quasiment aussi importantes que les compétences techniques. Une entreprise est prête à former quelqu'un sur ses propres processus, ses outils, ses logiciels, mais par contre, il y a des compétences humaines qui sont de l'ordre de presque de l'acquis, où l'entreprise attend vraiment de la part des candidats et candidates. Donc voilà, on a un secteur du numérique qui bouscule complètement les codes sur l'impact du diplôme, de la formation, sur des métiers qu'on ne connaît pas, qui n'existent pas. Donc on est vraiment dans cette évolution permanente dans le numérique. Et pourtant, on se rend compte que c'est quand même aussi une filière qui féminise peu, ou en tout cas on a encore du mal à amener des femmes, en tout cas à amener des femmes dans les fonctions techniques. Aujourd'hui, on estime entre 25 et 30% des femmes dans le secteur du numérique, alors vraiment tout métier confondu, et les chiffres oscillent aussi en fonction des études et des analyses de données. Et dans ces 30%, la majorité des femmes sont dans les fonctions support, administration, RH, communication.
Et dans les fonctions techniques pures, donc le développement, la production, l'exploitation, on a seulement 15% des femmes. Et si on va un peu plus dans différents secteurs, la cybersécurité ou autres, on a encore de moins en moins de femmes. Même sur les femmes entrepreneurs qui lancent leur propre start-up tech, on manque de femmes. Donc on a un secteur, aujourd'hui, une société qui se digitalise, et des femmes qui sont sous-représentées dans cette filière-là. Et même pour aller plus loin, même pour les femmes qui aujourd'hui passent le cap, vont dans les métiers du numérique, 56%, donc plus de la moitié, quittent leur poste à mi-carrière. On estime à peu près à 10-15 ans pour retourner vers des fonctions soit support ou en tout cas vers des métiers genrés. Donc les femmes viennent dans le numérique et pourtant à mi-carrière quittent la fonction numérique pour des questions d'isolement, d'articulation des temps de vie. Donc on arrive à attirer les femmes et on n'arrive pas à les garder. Et autre chiffre intéressant, entre 2013 et 2017, on a un vrai recul de femmes diplômées de la tech. On a moins 6% de femmes diplômées de la tech. Donc ça, c'est des études de GenderScan. Donc il y a énormément de choses qui sont faites pour essayer d'attirer des jeunes, des femmes dans le numérique. Et ça a l'effet inverse. On a de moins en moins de femmes dans ces métiers-là. Donc on a une société qui se digitalise, une faible féminisation et un secteur qui continue à creuser les écarts, en tout cas où les femmes n'y vont toujours pas. Et si on revient un peu en arrière, rapidement, alors je bois aussi en même temps, vous m'excuserez. Moi, j'ai pas fait la soirée hier, mais j'ai quand même la pâteuse. Alors, si on revient un peu en arrière, si on revient sur l'histoire du numérique, on a quand même des femmes qui ont révolutionné et qui font ce qu'on connaît du numérique aujourd'hui. On en parle peu, alors j'espère que vous les connaissez. En tout cas, si vous ne les connaissez pas, on est ravis de vous les présenter. C'est un peu leur rendre hommage aussi aujourd'hui. Des femmes inspirantes, effectivement, la première, on a même un programme, il me semble, qui porte son nom, une école aussi informatique qui porte son nom, c'est Ada Lovelace. Donc ça date vraiment du 19e siècle, qu'on considère comme la première programmeuse, qui à l'époque vraiment a complètement cassé les codes. À l'époque, les femmes étaient surtout rangées, ou en tout cas on les éduquait surtout sur les filières artistiques, pour qu'elles soient quand même éduquées, mais pas trop, et moins sur les mathématiques, les sciences. Et Ada Lovelace adorait les mathématiques, adorait les sciences, et a pu se former à ces matières-là. Et elle a travaillé notamment sur des algorithmes, sur la machine analytique à l'époque, et a commencé à construire des croquis qui ont inspiré presque le premier ordinateur qui a été conçu un siècle plus tard. Donc on la considère comme la première développeuse, la première programmeuse, qui a commencé à voir toutes les potentialités que pouvait apporter la machine. Eddie Lamar, donc star hollywoodienne des années 30, qui était vraiment reconnue au cinéma et qui a commencé à travailler qui voulait s'engager dans les efforts de guerre. Voilà. Elle voulait aussi participer, contribuer. Et à force de travailler, d'écouter, a travaillé aussi sur un brevet autour du saut de fréquence pour que les torpilles ne soient pas détectées et détectables par l'ennemi. Quand elle allait présenter son invention, on lui a gentiment demandé si elle pouvait aller jouer ailleurs et puis plutôt utiliser sa beauté pour collecter des fonds plutôt que de jouer sur des choses qui ne la concernent pas. Et donc son brevet a été est tombé dans le domaine public et il est ressorti vraiment des années plus tard et a été utilisé sur la baie de cochons lors d'une autre guerre. Et donc c'est ce qui a inspiré aussi, parce que forcément tombé dans le domaine public, ce qui a inspiré les technologies Wi-Fi et Bluetooth. Donc je ne suis pas une technicienne, donc je ne pourrais pas rentrer dans le détail, c'est ce qui aujourd'hui est utilisé dans son brevet. Mais voilà, on considère qu'aujourd'hui, Eddie Lamar est à l'origine du réseau du Wi-Fi et du Bluetooth. Grace Hopper, pour ceux qui connaissent le COBOL, c'est la maman de COBOL, en fait, et je crois que COBOL est toujours utilisé aujourd'hui. Et on la considère comme la reine du logiciel. Alors, je ne rentre pas dans le débat, hein, c'est comme Nantes en Bretagne ou pas, voilà. Il y a des débats où je ne rentre pas dedans. Donc, COBOL, en tout cas, je sais que ça existe toujours. Et donc, Grace Hopper est à l'origine de ce programme-là. Et en fait, on parle aussi de la personne qui a essayé de faire en sorte de vraiment militer pour qu'il y ait plus de femmes dans les filières informatiques. En fait, à l'époque, l'informatique, le numérique, on met le mot qu'on veut, mais c'était vraiment des 0-1. Elle a essayé de faire en sorte que la programmation, le développement se rapproche de la langue anglaise. Et donc, elle a essayé de standardiser un petit peu aussi le code pour que ce soit beaucoup plus accessible pour tout le monde. Donc voilà, Grace Hopper aussi est quelqu'un que l'on essaie de remettre en avant, mais je pense que vous les connaissez toutes, ces femmes-là.
Et puis enfin, la dernière, alors il y en a plein, on a fait le choix, nous, de s'arrêter sur ces 4 femmes. Margaret Hamilton, qui a notamment participé et travaillé sur les logiciels embarqués sur les missions Apollo. Euh, et l'histoire aussi raconte, alors selon la légende, qu'à l'époque, Margaret était maman, et elle a emmené sa fille avec elle au bureau, donc voilà, ça faisait un peu jaser, mais bon, travailler sur une telle mission, c'est pas tous les jours, donc à un moment donné, voilà, il faut aussi pouvoir concilier vie pro, vie perso. Et en fait, sa fille pouvait faire des bêtises pendant qu'elle travaillait, et c'est ce qui a permis de améliorer son logiciel et faire que, par rapport aux bêtises, aux erreurs que sa fille pouvait faire pendant ses temps de travail, de pouvoir vraiment améliorer son sujet. Et puis même pour aller plus loin, le logiciel de Margaret Hamilton a permis l'alunissage. Parce qu'au moment de l'alunissage, il y a eu vraiment tous les voyants qui sont mis à s'allumer, et son logiciel a permis de prioriser et faire que la fusée se pose réellement et qu'il n'y ait pas vraiment un risque pour les personnes à bord. Et pourtant, il a fallu près de 30 ans pour qu'on lui dise merci pour ses travaux. Mais voilà, toutes les femmes qu'on présente, Eddie Lamar est totalement tombée aux oubliettes et a fini quasiment à la rue. Ada Lovelace, c'est pareil. Voilà, les femmes, aujourd'hui, on leur rend hommage parce que ce pas des femmes qui ont été assez mises en avant à l'époque et qui pourtant ont inscrit des choses dans ce que l'on connaît du numérique aujourd'hui. Alors désolé si je parle numérique et pas informatique ou digital, là encore une fois, c'est une question de jargon. Nous, on a l'habitude d'utiliser le mot numérique parce qu'on essaie de parler à tout le monde sur ce sujet-là. Donc voilà, on sait que, et on viendra un petit peu après sur pourquoi il faut faire aussi attention au wording qu'on peut utiliser. Encore un petit retour en arrière, si on arrive un peu vraiment à les années 45, donc les femmes étaient, à l'époque, l'informatique, le numérique étaient vraiment des métiers pour les femmes. Dans la mesure où on était plutôt lié au secrétariat, à la standardisation. Vous connaissez peut-être le film Les Figures de l'ombre ou les calculatrices. Donc c'était vraiment des métiers pour les femmes. Et même dans les années 79-80, l'informatique était la deuxième filière comportant le plus de femmes. À l'INSA Rennes, dans les années 79-80, 50% de femmes à l'INSA Rennes. Et dans les fonctions techniques, on avait à peu près 30% de femmes. Si on revient sur les slides d'avant, aujourd'hui on a 15% de femmes dans les fonctions techniques. Donc c'était mieux avant. Oui, ça a l'air. En tout cas, les femmes étaient représentées dans la filière informatique. Alors forcément, ce n'est pas l'informatique ou le numérique que l'on connaît aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, les femmes étaient présentes à partir du moment où on était sur des fonctions plutôt sur la secrétariat standard des calculatrices, etc. Et puis petit à petit, les femmes ont quitté, en tout cas, l'informatique. Mais ça, je laisse la place à Arthur pour vous expliquer comment finalement on en est arrivé là, puisque ce que je vous ai montré, on avait des femmes, et les femmes ont fini par progressivement s'en aller vers d'autres filières. Bonjour à tous et à toutes. Faut que tu allumes ton micro, je pense, c'est mieux. Derrière. Je ne vais pas te toucher les fesses? Si, ok. Pardon. C'est bon, tu peux parler. Bonjour à tous et à toutes. Alors vous l'aurez compris, moi j'ai rien à voir avec le monde du numérique, la preuve, j'arrive même pas à allumer un micro. Merci d'être là, vraiment merci. Moi, Mélissa m'a dit, il faut que tu viennes avec moi sur le DevFest, je connaissais pas, vous le voyez à mes chaussures. On m'a fait la réflexion, tu as mis des chaussures de vie comme ça. Elle m'a dit viens, et je m'attendais pas à trouver une salle aussi grande, aussi remplie. Habituellement ces questions-là, on nous met au fond. À la fin de journée, et puis il y a 3 personnes qui viennent, alors je suis ravi de pouvoir parler devant vous aujourd'hui. Alors je vous disais, je ne suis pas du monde du numérique, moi je suis sociologue à la base, alors j'espère que ça vous parle un peu quand même, j'imagine que oui. Donc je vais revenir un peu sur ce que disait Mélissa, et effectivement, reprendre à partir des années 90, et moi mon truc ne marche pas non plus. Alors, vas-y, je fais ton assistant si tu veux. Je peux changer. Alors Mélissa le disait, la décennie des années 80 va voir les choses changer, puisqu'on avait jusque-là une filière qui était féminisée, où il y avait pas mal de mixité et vraiment assez forte dans les métiers du numérique. Et puis, comme toujours, et comme le montre Isabelle Collet, qui est sociologue et spécialiste d'informatique, quand une filière monte en prestige, et c'est ce qui va se passer pendant les années 80, puisque les États vont comprendre l'importance du numérique, vont investir dessus. On comprend aussi que ça prend de plus en plus d'importance dans le monde professionnel. Donc on a une vraie montée en prestige de la filière.
Et à ce moment-là, comme d'habitude, les hommes surinvestissent et vont vers ces métiers-là, parce que tout ce qui est prestigieux doit être masculin, et ils évincent petit à petit les femmes. Donc il y a cette première donnée qui va changer les choses, vraiment ce changement de regard sur le numérique, sur l'outil qui jusque-là était perçu un peu négativement, en tout cas comme une tâche subalterne. Les ingénieurs n'allaient pas trop vers là, et puis on se rend compte que les hommes ont toujours un flair incroyable, puisqu'ils avaient perçu que ça allait bouleverser le monde. Donc là, ils y vont quand ils se rendent compte de ça. L'autre chose qui est extrêmement importante et qui va faire changer la vision du numérique, c'est l'arrivée du micro-ordinateur dans les foyers. Alors comme ça peut paraître anodin, mais ce qui va se passer, et ça Isabelle Collet le montre très bien, c'est que les ordinateurs arrivent dans les familles et c'est les hommes qui s'en saisissent. C'est eux qui vont être les utilisateurs. Alors pour des choses assez simples au départ, ça va être contrôler le budget de la famille via des petits tableaux Excel à l'époque. Ça va être aussi jouer beaucoup, donc il va y avoir une entrée des hommes aussi dans l'informatique par la question du jeu. Et les femmes ne vont pas utiliser en interne, dans la sphère privée, vont pas utiliser l'ordinateur. C'est vraiment les hommes qui se saisissent de l'outil, et il n'est pas difficile de comprendre que quand dans le monde professionnel l'ordinateur va s'imposer, eux, comme à la maison, ils l'utilisaient, ils ont acquis des compétences, et forcément c'est eux qu'on va positionner sur ces postes. Ça fait qu'on arrive, et Mélissa l'a montré, à réexpliquer les chiffres, ça fait qu'on arrive dans les années 90 à une massification et des effectifs professionnels qui sont exclusivement masculins, comme Mélissa l'a montré. Alors je peux te laisser avancer. Voilà, c'est l'image. Une image vaut 1000 mots, on le voit bien. On a là ce que je viens de décrire. Un papa et son fils qui sont en train à la maison d'être sur l'ordinateur. On voit bien aussi que la filière va petit à petit se tourner vers les hommes, va ne parler qu'aux hommes et va créer un stéréotype de genre, un stéréotype de la filière aussi finalement. Mais pour comprendre ça, on va, si tu peux avancer, merci. On va déjà regarder une pub et après on reviendra. Si vous savez faire marcher un lave-linge, vous savez faire marcher un micro-ordinateur aussi puissant et performant qu'un compas. 1. Vous choisissez votre programme. 2. Vous appuyez sur le bouton. 3. Votre information est traitée immédiatement et vous avez un résultat impeccable. C'est pas plus compliqué. Et un ordinateur qui travaille aussi bien vient à bout de toutes les tâches. Et tout en douceur. Compact à suivre. C'est vrai, c'est pas nous qui l'avons faite pour rigoler, c'est une vraie pub qui est passée à la télé. À mon sens, elle est absolument parfaite. Elle est absolument parfaite, cette pub, parce qu'elle reprend tout. On veut vendre un ordinateur parce qu'il est simple, donc quel meilleur moyen que de prendre une femme qui est un peu bête et qui comprend rien. On a le stéréotype de la femme au foyer, c'est-à-dire qu'elle est bonne à faire la lessive, et puis si elle arrive, ça c'est son domaine de compétence, donc si ça ressemble un peu, voilà, elle pourra utiliser. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour créer de bons gros stéréotypes. Voilà, on vous l'a mis. Bonjour, je suis un cliché. Aujourd'hui, l'image du geek, c'est celle-là. Mais pour revenir sur la construction, ça c'est mon dada, je vais vous parler un peu de socialisation, de stéréotypes de genre et aussi des stéréotypes sur la filière. La socialisation, j'imagine que vous en avez tous et toutes déjà entendu parler, c'est un concept qui a été qui a été développé par Pierre Bourdieu, majoritairement en France. Et l'idée étant de dire qu'on est le produit de notre société. On voit deux types de socialisation, la socialisation primaire et la socialisation secondaire. Certains aujourd'hui parlent de troisième socialisation aussi, mais on ne viendra pas sur celle-là. La primaire, tout simplement, c'est quand on est avec ses parents. Donc on est un enfant avec ses parents et on va acquérir les codes, alors souvent les codes d'une classe, mais on comprend, on intériorise les valeurs et ça va vraiment façonner jusqu'à notre corps. Pierre Bourdieu parle d'habitus. Essayez de penser, par exemple, quand vous conduisez, ou quand vous faites à manger, ou quand vous faites des gestes du quotidien comme ça, essayez de voir s'il n'y a pas des mimiques que vous retrouvez de vos parents. Moi, je sais que c'est le cas. Quand je conduis, je mets toujours mes mains comme ça, et je me revois petit, avec mon père qui conduisait. Et je me dis toujours, mais c'est fou quand même comment on est construit jusque dans notre corps par cette socialisation, et comment on est finalement que le produit d'une époque. Donc il y a cette idée-là de socialisation, et de là découlent ces stéréotypes de genre. Alors les stéréotypes de genre, les stéréotypes tout court, je pense que vous les connaissez tous et toutes. On n'a pas mis d'image, mais si je vous dis pensez à un Français, vous aurez le béret, la baguette, le camembert. Un breton. Pensez à un breton.
Un breton? Mais on vient de Rennes. Bah oui, mais à Nantes, Bretagne. ils en voient rarement, je pense. Des Ouais. Bretons. Non, je suis pas historien, donc j'en sais rien en vrai. Et je suis même pas breton moi-même. Les stéréotypes, vous les connaissez. Je disais, si je vous dis de penser à un Français, un Italien, voilà, on a des choses qui viennent en tête. Alors, pour rassurer tout le monde, c'est pas grave les stéréotypes. 90% du temps, il n'y a aucun problème à avoir un stéréotype. Vous rentrez dans une boulangerie, vous voyez quelqu'un derrière le comptoir avec un tablier, vous dites bonjour monsieur ou madame la serveuse ou la vendeuse, ou bonjour ou madame ou monsieur le boulanger ou la boulangère. Voilà, vous avez fait un stéréotype, votre cerveau a fonctionné, il a ouvert une case, il a vu quelqu'un avec un tablier dans une boulangerie, il s'est dit tiens, c'est sûrement le boulanger ou la boulangère, c'est pas grave. Voilà, bien souvent en fait les stéréotypes nous permettent d'avancer plus vite, autrement on serait en permanence, et le cerveau fonctionne comme ça, vous seriez en permanence en train de réfléchir à tout ce que vous faites. C'est pareil, vous allez voir quelqu'un d'un peu âgé, vous allez un peu parler plus fort, alors que vous n'en avez aucune idée, c'est un stéréotype, c'est pas parce que quelqu'un a les cheveux blancs que forcément il entend mal. Néanmoins, vous allez le faire, c'est pas grave. Bon, la personne peut être un peu vexée, mais en soi, c'est pas grave. Par contre, ça devient un peu plus compliqué quand on vient parler de questions de diversité, d'égalité entre les femmes et les hommes sur ces thématiques-là. Alors moi, je vais rester sur la question des femmes et des hommes, puisque c'est notre métier avec Mélissa. Et là, on parle de stéréotypes de genre. Alors j'imagine que si vous écoutez un peu la radio et la télé ces dernières années, vous l'avez entendu, la théorie du genre, voilà, cette espèce de choses cachées qui viendraient bouleverser vos enfants. Je vous rassure, moi ça fait 15 ans que je travaille sur la question et à l'époque ça se passait très bien dans les universités. Ça fait maintenant plus de 40 ans qu'on bosse sur ces questions-là et tout va bien, on n'est pas d'affreux dangereux. Non. Alors tout ça pour dire que les stéréotypes de genre, tout simplement, c'est de dire qu'on a un sexe biologique, et vous l'avez sûrement entendu, et qu'on a un sexe social, le genre. Voilà. Et on est une femme, on devient femme, on ne naît pas femme, on devient femme, vous l'avez tous entendu. Et quand on fait un stéréotype de genre, c'est juste biologiser ou naturaliser des compétences, des goûts, des savoir-faire sur la notion du sexe. Alors je crois qu'on est tous d'accord pour se dire qu'on ne fait pas bien fonctionner un lave-linge parce qu'on est né femme ou parce qu'on est né homme. Voilà. Enfin, j'espère que vous partagez ça en tout cas. Je pars du principe que oui. Mais voilà ce qui est un stéréotype de genre. Alors vous le connaissez, on en a partout autour de nous. Des exemples, il y en a plein. Pensez aux cadeaux de Noël. Ça, c'est l'exemple parfait. Vous ouvrez, là, c'est déjà en train d'arriver dans les boîtes à lettres. Vous ouvrez ces catalogues, ils sont bleus pour les garçons, roses pour les filles. Et alors, ce qui est très marrant, c'est qu'on met le bleu pour les garçons, alors que historiquement, le bleu est la couleur des femmes, puisque c'est la couleur de la Vierge. Donc, historiquement, c'est une couleur de fille. C'est aussi extrêmement important de penser ça, qu'aujourd'hui, nos références et ce qu'on met aux femmes ou aux hommes, ce qu'on donne comme compétences, ont changé dans l'histoire. L'habillement est assez intéressant. Regardez les rois porter des perruques, des chaussures à talons. Aujourd'hui, ça serait sidérant de voir un garçon porter ça. On dirait « Ah, mais il casse les genres !» Et alors qu'en réalité, les choses évoluent. Donc pour montrer que ces stéréotypes-là sont aussi toujours en mouvement, ils ne sont pas figés. Donc rassurez-vous, les choses peuvent changer, même si c'est compliqué, mais elles peuvent évoluer, on peut faire bouger les lignes. Et enfin, par prolongement, et parce que c'est ce qui vous intéresse, vous, en étant des professionnels du numérique, les stéréotypes de la filière. Alors, on l'a dit, la photo est là. On a un monde qui s'est tourné, un univers qui s'est tourné majoritairement vers les garçons. On a montré des pubs qui a ciblé ces gens-là, parce que c'était des hommes qui faisaient des pubs pour des hommes, pour attirer des hommes dans une filière qui montait en prestige. Donc il y a aussi tout un imaginaire qui s'est créé, et Mélissa en parle très bien, moi j'ai jamais vu, donc je sais pas, mais pensez à la série Big Bang Theory, c'est ça où alors je vois à peu près, c'est 3 ou 4 colocataires, ce qu'on appelle des geeks ou des nerds aux États-Unis. Et puis la seule fille dite normale, c'est la blonde un peu écervelée qui habite en face. Moi j'ai vu quelques épisodes, c'est vrai que ça fonctionne comme ça. On est sur le cliché pur et dur. Alors on pourra dire c'est du second degré, c'est de l'humour, il faut regarder les... Une autre série, alors là pour le coup on est plus sur les stéréotypes sur la filière et non moins sur le genre, mais NCIS, vous vous souvenez de celle qui est un peu gothique, qui s'occupe à pianoter sur l'ordinateur, où il y a un moment il y a un virus, ils viennent même à 2 pianoter sur l'ordinateur pour combattre le virus. Voilà, il faut que forcément l'ordinateur, le numérique, c'est tout de suite un ordinateur et puis des gens un peu grunge, un peu différents, un peu hors normes. Pour donner d'autres exemples. Désolé, je n'ai pas toutes ces références.
Je regarde trop la télé. Il n'empêche que tout ça a créé autour de la filière vraiment un stéréotype. Et aujourd'hui, nous on le voit, hein, quand on accompagne des écoles sur des salons ou qu'on discute avec elles, elles nous disent, Mélissa l'a vécu aussi en tant que professionnelle, un garçon boutonneux qui arrive dans un salon de l'étudiant, on lui dit tiens vas-y tu joues aux jeux vidéo, va sur le stand de X école parce qu'ils font des formations numériques. Et une fille qui irait voir, on entend encore aujourd'hui des parents dire c'est pas pour toi. Nous on échange beaucoup avec des professionnels qui nous expliquent que dans leur cursus scolaire, elles avaient 16-17 en mathématiques et quand elles ont dit je vais me tourner vers le numérique, les profs leur ont dit non, n'y va pas, c'est pas pour toi, c'est pas fait pour toi. Il y a encore ça, ces stéréotypes-là sont véhiculés, on les véhicule tous et toutes. Moi, des fois, je me lève et je vois mon fils le matin, comment il est habillé, et je me dis mais comment c'est possible? Il est tout en bleu, avec son livre de Peter le tracteur et puis dans l'autre main son vélo, et je me dis mais comment c'est possible que en bossant là-dessus, même moi, parce que si on ne réfléchit pas, si on fait les choses comme ça simplement sans y réfléchir, et ben les stéréotypes agissent comme ça aussi pour nous simplifier la vie et on ne se rend pas toujours compte. Donc une nécessité aussi de comprendre, de pouvoir analyser le monde grâce à ces concepts-là. J'en ai fini pour cette diapo. Juste rapidement sur la question Voilà. de pourquoi pas de femmes. Voilà, donc vous l'avez compris, le pourquoi pas de femmes, une filière pour les hommes, faite par les hommes à destination des hommes, donc une vision stéréotypée de la filière. Il y a aussi aujourd'hui une autocensure des filles, puisque ces stéréotypes de genre s'appliquent à elles aussi. Et il y a des études assez intéressantes sur la question. On le voit, peut-être que vous avez déjà vu ça parce que c'est assez connu, mais on prend un groupe de garçons et de filles et d'un côté on leur présente un exercice comme étant un exercice de géométrie. On fait exactement le même exercice de l'autre avec un groupe de garçons et de filles, on leur dit c'est un exercice de dessin. Je vous le donne en mille, dans l'exercice dit de géométrie, pardon, j'ai dit géographie je crois, Non, géométrie, les filles réussissent moins bien que les garçons. Dans l'autre exercice où on leur dit c'est un dessin, les filles réussissent aussi bien. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qu'appellent les sociologues, c'est l'activation du stéréotype. Les filles se disent les femmes sont moins bonnes en géométrie, donc je ne vais pas réussir. Donc elles se mettent la pression, elles se disent aussi je suis celle qui doit montrer que les filles sont aussi bonnes, et forcément elles font moins bien. Cette expérience, elle a été reproduite avec les Noirs et les Blancs aux États-Unis. C'est exactement la même chose qui se passe quand on leur dit les Noirs sont moins intelligents que les Blancs, et quand dans l'autre groupe test, on leur dit les Noirs et Blancs ont la même intelligence, ou qu'on ne leur dit rien. Voilà aussi comment les femmes se créent une autocensure, comment la socialisation et les stéréotypes qu'on ingurgite, j'ai envie de dire, au quotidien, influent aussi sur nos façons d'être. On le voit aussi dans l'orientation des filles. Bien souvent, à note égale, les filles font des choix d'orientation moins prestigieux que ceux des garçons. Parce qu'il y a une surconfiance chez les garçons. Ils ont grandi comme ça, on leur a dit, vas-y, va dehors, explore, toi tu as le droit de sortir. Une fille... Bien évidemment, je généralise, je fais de la sociologie, donc on fait des cases. Mais voilà, en gros, quand on regarde les travaux sur la sociologie de l'enfance, c'est ça. Et aux filles, les filles sont plus couvées, plus gardées, et donc elles vont développer comme ça au cours de leur vie une moins grande confiance en elles, et ça se voit aussi au moment de l'orientation scolaire. Et enfin, la méconnaissance du secteur, je le disais, ça va avec les stéréotypes de la filière, mais aujourd'hui, il y a plus de 800 intitulés de postes dans le numérique. Et je crois que quand on parle à des gens, ou même à des étudiants, des lycéens, des lycéennes, quand on leur parle du numérique, bon, ok, développeurs, vous êtes à peu près identifiés, les codeurs à peu près. Généralement, c'est un ordinateur. Quand on demande le numérique, c'est quoi un ordinateur? Et ça ne va pas plus loin de... il y a une nébuleuse derrière ces métiers-là, derrière la diversité des métiers. On parle vraiment de diversité des métiers. Même nous, on n'est pas capable de citer tous les métiers dans le numérique. Les familles, on essaie de catégoriser des familles. Certains en catégorisent 3, d'autres 14. Voilà. Il y a quand même une nébuleuse derrière cette connaissance-là de la filière. Donc même nous, on apprend en marchant. Alors imaginez des gens qui n'y sont pas du tout. Et une nébuleuse qui est aussi le résultat d'un stéréotype sur la filière, qui a mis en avant un certain type de métier, une certaine vision du monde du numérique. Mais j'accélère, je suis trop bavard comme d'habitude. Voilà. On arrive au mythe du geek, forcément. Vous le connaissez tous peut-être, Michel, l'ingénieur informaticien. Alors voilà, je ne veux pas vous mettre la vidéo, mais elle résume finalement ce que nous, on doit presque combattre au quotidien sur le mythe du geek. Voilà, c'est ce que vient de vous expliquer Arthur. Il y a des explications, donc on essaie de vous apporter comme éclairage, mais aujourd'hui, l'image du geek est toujours présente. Et cette vidéo-là, alors pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à aller voir taper sur Internet ingénieur informaticien Michel, et vous allez retrouver vraiment
ce que nous, on voit au quotidien, c'est le mec aux cheveux gras qui mange des chips toute la journée, c'est l'ordinateur, c'est des personnes qui ne sont pas capables de parler ou qui sont réservées, qui ont des problèmes avec les filles. Voilà, c'est inscrit. On est conscient et on le dit très bien, mais ce n'est pas ça. Il y en a peut-être, mais ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, le mythe du geek est toujours présent. Ça change et j'espère que ça changera encore plus, mais parents et enfants et femmes sont aujourd'hui encore touchés par ce mythe. Voilà, c'était important de mettre Michel parce qu'en plus elle est marrante. Parce que surtout tu veux toujours la placer dans les présentations. Bien. C'est surtout ça qui était important pour toi. J'aime bien. Pardon. On se fait plaisir aussi sur cette conférence. Ouais, et encore une fois, on ne pensait pas avoir autant de monde. Donc, nous, on fait nos private jokes comme ça, et puis voilà. Donc, l'idée, là, je vois que le temps file, c'est quand même de dire il y a donc, des enjeux, des solutions aussi qui découlent de cette situation-là. C'est aussi on vient avec des bonnes nouvelles quand même. Oui, vous pensiez venir à 9h, il y avait la musique, ça allait être cool et tout. Ben, non, pas du tout, on plombe l'ambiance comme à chaque fois. Voilà, l'idée là, sur cette troisième partie, c'est quand même de montrer, nous, l'expertise qu'on retire de notre travail sur le terrain avec les entreprises et les écoles, notamment avec les publics aussi qu'on rencontre au quotidien. Donc, je peux te laisser avancer, merci. Voilà les enjeux que nous on a identifiés, et on n'est pas les seuls, on ne réinvente pas l'eau chaude sur ces questions-là. Un besoin en compétences qui s'accélère, alors c'est assez simple, Mélissa l'a dit, les perspectives sont hallucinantes dans la filière du numérique en termes d'emploi. C'est une filière qui va beaucoup plus vite que les autres en termes de création d'emplois. Elle le disait aussi, à horizon 2030, 85% des métiers qui n'existent pas encore, qui seront majoritairement dans le numérique. Et une difficulté aujourd'hui pour les entreprises à recruter, on le voit tout le temps. Aujourd'hui, il y a peut-être des entreprises qui ont des œillères, donc qui cherchent un certain type de profil, qui vont être des ingénieurs Bac+5. Donc elles ne trouvent pas, parce que le mouton à 5 pattes, il n'existe pas, et puis de toute façon, il n'est plus là. Donc il va bien falloir faire autrement. Et là, c'est un peu idiot, si je peux me permettre, de se priver de 50% de la population et de se dire on va ne recruter que dans 50% des hommes. Bon, ouais, peut-être, mais si vous avez du mal, allez voir peut-être ailleurs. L'autre enjeu, c'est des systèmes qui comportent des biais. Je pense aussi que vous en avez tous entendu parler. L'exemple parfait, c'est Amazon qui a créé un algorithme de recrutement et puis ils se sont rendus compte au bout de quelques semaines qu'en fait, il n'y avait que des blancs de 30 ans et des hommes. Ils se sont dit, mince, c'est bizarre, l'algorithme ne fonctionne pas. Et puis en fait, ils ont regardé, oui, l'algorithme a mangé ce qu'on lui avait donné et a mangé les pratiques de recrutement d'Amazon. Et leurs pratiques de recrutement, c'était celles-là. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a que des hommes. Et pourquoi l'algorithme a fonctionné comme ça ? Et pourquoi ils ne se sont pas dit, tiens, il faudrait peut-être trouver des parades à ces choses-là, parce qu'il n'y avait pas de femmes dans les groupes. Ça revient tout le temps, des exemples, il y en a des dizaines d'algorithmes qui oublient la diversité. Le plus choquant à mon sens, celui-là m'a marqué, en période de pandémie, vous avez aujourd'hui les machines de gel hydroalcoolique, et ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas avec les mains des gens noirs. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de personnes noires qui faisaient les tests, et la machine n'était pas opérante avec des personnes de couleur. Voilà à quoi peuvent arriver, à quoi ça peut mener des biais. Donc il y a un vrai enjeu de mixité, et quand on parle là de mixité, c'est de diversité en règle générale dans les équipes. Un autre exemple aussi que donne souvent Isabelle Collet, une application pour suivre le cycle des règles. Alors ça ne concerne peut-être pas la moitié de la salle, mais ça a mis très longtemps à arriver sur le marché parce que forcément en interne, ça ne répondait pas à un besoin. Donc ça a mis très longtemps à arriver sur le marché d'avoir juste une application pour suivre le cycle des règles des femmes. Juste pour donner quelques exemples de pourquoi aujourd'hui c'est un vrai enjeu et qu'on ne vient pas juste pour dire il faut plus de femmes. Il y a un vrai enjeu sur la qualité des produits qui vont être créés, des outils qui vont être créés. Donc c'est vraiment important d'avoir de la diversité au sens global du terme. De nouvelles aspirations professionnelles, là on l'a vu, le Covid a joué aussi beaucoup là-dessus. Sur le sens. Oui, voilà, à jouer là-dessus, j'allais y venir. Sur le sens que les gens mettent dans le travail, il y a peut-être eu une petite remise en question, et notamment les jeunes professionnels, on le voit, ils ont besoin de s'investir et d'aller vers des entreprises qui sont aujourd'hui assez transparentes sur leur RSE de manière générale, mais aussi sur les questions d'égalité. Et la dernière, qui moi est ma préférée, c'est que faire le bien, c'est bien. Voilà, tout simplement, s'il fallait un argument pour conclure tout le monde, c'est faire le bien, c'est toujours mieux que faire le mal. Je peux te laisser avancer, s'il te plaît. Donc les avantages, on a parlé des enjeux, les avantages ils sont concrets dans les entreprises, on le voit, on n'a plus beaucoup de temps, donc les études le montrent, la qualité de vie au travail est meilleure dans les équipes qui sont mixtes. Les études montrent aussi que les équipes sont plus performantes, plus innovantes,
forcément, si on vient tous du même endroit, si on regarde tous le problème avec le même regard, on ne va pas être capable d'innover, on ne va pas être capable d'inventer. Et les équipes plus diverses, plus mixtes, elles, ont une meilleure capacité d'innovation. Alors vous comprendrez bien qu'une meilleure qualité de vie au travail, des équipes plus performantes, c'est aussi des équipes qui sont plus fidèles à l'entreprise. Et ça a un vrai coût aujourd'hui de recruter pour les employeurs. Donc il y a une nécessité aussi de jouer par ce levier-là sur la fidélisation de ces salariés. Une marque employeur boostée, j'en parlais un peu juste avant, forcément, si on peut afficher sur le marché de l'emploi, un marché de l'emploi qui aujourd'hui peine à attirer des talents et qui est dans un marché hyper concurrentiel, si on est capable de montrer qu'on s'engage sur ces thématiques-là, on va attirer des professionnels vers son entreprise. Et un regain d'attractivité pour l'entreprise. On voit aussi aujourd'hui des entreprises qui voudraient aller vers le numérique, qui n'y arrivent pas parce qu'elles ne trouvent pas de personnes, pas de professionnels. Donc encore une fois, il y a un enjeu à avoir des équipes, en tout cas à prendre le vivier, j'aime pas ce mot-là, mais à prendre le vivier global de professionnels et à attirer des femmes pour faire grossir ce vivier. Et pour donner rapidement un chiffre, donc une meilleure performance des équipes, selon les études, on est à plus 20 ou 23% de performance pour des équipes mixtes par rapport à des équipes non mixtes. Donc il y a une vraie utilité à avoir des équipes mixtes. Ça joue aussi sur le sens qu'on donne à son travail, l'utilité, le bien-être et forcément l'innovation aussi personnelle, rapidement. Et l'un des autres qu'on n'a pas mis ici, mais une enquête du cabinet McKinsey, le fameux, a montré aussi qu'aujourd'hui, si le monde entier était à situation égale à celle de la France en matière d'égalité, donc qui est loin d'être la référence, on aurait plus 10 points de PIB dans le monde. Et si on arrive à une égalité totale, je crois que c'est plus 24% de PIB mondiaux. Donc on voit bien qu'il y a un vrai enjeu économique, de rationalité économique à investir sur l'égalité et la mixité professionnelle. Pour conclure et avant de vous donner un peu la parole, pour résumer, nous, on a mis ça en 3 points. Casser les stéréotypes, vous l'avez compris, et là vous avez votre rôle à jouer en tant que professionnel, c'est aller dans les écoles très tôt pour présenter les métiers. Ça, vous pouvez le faire. Il y a des associations, ce qui n'est pas notre cas, mais qui le font très bien, qui vont dans les écoles, qui vont aussi dans les centres aérés pour présenter les métiers. Il y a des ateliers de codage qui sont mis aujourd'hui très tôt dans l'école primaire notamment. Il y a vraiment une nécessité. On voit, pour faire encore un petit retour sur les stéréotypes, on voit que les enfants sont moins soumis ou en tout cas ont une moins forte pression aux stéréotypes de genre. Donc il y a tout intérêt à aller le plus tôt possible avec ces jeunes-là pour amener les filles à aimer ça et à changer cette image. Donc c'est aussi à nous, individuellement, essayer d'interroger en permanence cette question de stéréotypes de genre, voir comment on peut les changer, essayer de s'interroger sur ses pratiques, sur ses goûts, et c'est échanger aussi autour de soi. La deuxième, c'est changer ses pratiques, et il manque un mot. C'est pas toujours bien de finir un PowerPoint dans la voiture. Changer ses pratiques professionnelles en chaussant les lunettes de l'égalité. Chausser les lunettes de l'égalité, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et c'est le Centre Hubertine Auclair qui est à Paris qui en parle beaucoup. L'idée, c'est d'interroger vos pratiques au regard de la question de la mixité et de l'égalité. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des pratiques qu'on n'interroge pas forcément, on ne regarde pas, on n'évalue pas quels impacts elles ont sur l'égalité et la mixité. Et en fait, c'est comme quand on est myope, un myope qui met un jour des lunettes, il dit « Ah ouais, en fait, le monde, il ressemble à ça. » Mettre les lunettes, chausser les lunettes de l'égalité, c'est ça, c'est tiens, en fait, telle mesure, voilà quel impact elle a en matière d'égalité. Donc ça, professionnellement, on peut penser au processus de recrutement. Penser des processus de recrutement inclusifs, il y a des entreprises qui le font très bien, Orange le fait très bien notamment. C'est à chaque moment interroger à quoi ça sert, pourquoi on fait quelque chose. Donc ils vont bien évidemment anonymiser les CV, ils vont les lire de bas en haut. Quand ils reçoivent, ils choisissent des heures particulières dans la journée. Ils évitent bien évidemment le soir, parce que le soir, on est fatigué. On se dit, tiens, il faut que j'aille faire les courses, il faut penser à amener le petit chez le pédiatre. Et là, on n'est plus dans notre entretien. Et donc, le préjugé s'active, parce que le cerveau, pour aller vite, c'est ce qu'il fait. Donc voilà, ils ont tout comme ça, plein de petits outils à chaque moment du processus de recrutement pour venir contrer les stéréotypes de genre. C'est aussi réfléchir au climat intérieur des entreprises et ça parfois c'est par là que le bas blesse parce que c'est jamais nous, c'est les autres. Il n'empêche que quand on voit les déclinaisons de MeToo dans le théâtre, dans le cinéma, dans les startups, dans le numérique, c'est une réalité aussi pour le monde du numérique qu'il y a des phénomènes de harcèlement. Alors des micro-harcèlements peut-être, mais des répétitions quotidiennes de blagues, finalement finissent par être du harcèlement et contribuent à ce chiffre qu'on a vu tout à l'heure de 56% des femmes professionnelles du numérique contribuent à les faire partir.
Donc il y a cette nécessité aussi de réfléchir en interne, comment on intègre les femmes dans les équipes. Une question aussi extrêmement importante, c'est celle de l'articulation des temps de vie pro et perso, et notamment chez les femmes. Je le disais, elles ne vivent pas les mêmes réalités, il faut le regarder, et notamment en termes de maternité. Quand la parentalité arrive, pour faire très très rapidement, on voit que les femmes décrochent à ce moment-là. Elles décrochent au niveau salarial, on voit que derrière leur carrière ne grimpe plus. Et dans le même temps, puisqu'on est entre 25 et 35 ans, les hommes, c'est la période de leur carrière où ils progressent le plus. Il y a un vrai enjeu pour les entreprises à réfléchir là-dessus, et notamment à la réintégration des femmes qui reviennent de congé maternité. Parce que le quotidien n'est plus le même non plus. Il y a la fatigue, il y a le fait d'avoir quitté pendant un peu de temps son travail, la nécessité peut-être de se remettre dans le bain, la volonté de changer sur ses missions, de passer à 80%. En tout cas, il faut réfléchir tout ça avec les femmes. Il faut bien réaliser, et ça c'est extrêmement important, et c'est un message qu'on porte avec estime, que nos vies privées ont un impact sur nos carrières professionnelles. Aujourd'hui, les femmes ne vivent pas la même situation que les hommes dans leur vie perso. Elles ont encore aujourd'hui majoritairement la charge mentale, les tâches ménagères, même si ça progresse, et en vrai, non, ça ne progresse pas quand on regarde les chiffres. Mais... Et même pour aller plus loin, les femmes portent un héritage en elles de la bonne mère, la bonne épouse, la bonne élève. Indirectement, c'est des biens inconscients, mais les femmes portent cet héritage-là, et finalement, ça s'inscrit aussi dans la manière de prendre la charge mentale, même si on comprend qu'aujourd'hui, on rentre dans des couples équilibrés, mais aujourd'hui, les femmes ont tendance à prendre la charge, même si l'homme peut demander, ou l'autre femme, si on est sur des couples aussi homosexuels, peut, à un moment donné, même si ça fait un peu moins, mais voilà, il y a vraiment cette question de... Les femmes se disent, il faut que j'assure, quoi. Il faut que j'assure. Et tout ça, ça vient d'un héritage. Écoutez juste la radio, voilà, on a fait la route pendant 1h30 pour arriver ici, même 2 heures. À la radio, de manière inconsciente, on nous continue à nous mettre ces stéréotypes sur écouter n'importe quel jingle pub. Si c'est une pub sur des promos aux courses, ça va être les femmes, dire tiens, j'ai vu telle pub sur les yaourts. Voilà, c'est bête, mais... Aujourd'hui, on a ces biais qui arrivent de manière inconsciente, et finalement, ça continue à s'inscrire dans nos héritages. Et donc, même si ça veut évoluer, ou si ça commence à évoluer, on a toujours besoin de rappeler que femmes et hommes ne sont pas logés à la même enseigne. Aujourd'hui, nous, on passe trop de temps à expliquer que de faire des réunions ou des réunions en fin de journée, ça a un impact, parce qu'on sait qu'il y a des évolutions professionnelles ou des emplois, des opportunités qui peuvent arriver dans le marché caché et pendant des after-work. Les femmes ont tendance à s'occuper des enfants le soir. Encore une fois, on ne pose pas un débat, mais on essaie de juste vous expliquer un peu ce qui se passe aujourd'hui au quotidien. Donc forcément, les femmes ont tendance à ne pas y aller et donc ne pas avoir ces opportunités-là. Et nous, on passe aussi trop de temps à expliquer que de faire des job dating ou des réunions un mercredi après-midi, c'est peut-être pas une bonne idée si on veut plus de femmes. Voilà, c'est de manière inconsciente, en fait. Et c'est pour ça que chausser les dettes de l'égalité, c'est un travail au quotidien. Donc on est là aussi pour vous expliquer ça. Essayez à un moment donné de toujours interroger vos pratiques, vous dire qu'est-ce qui peut bloquer à ce moment-là ? Et de vraiment checker un peu une liste, une to-do list, de dire ok, ça j'ai pensé à ça ou j'ai pensé à ça. Chez Estime Numérique, par exemple, alors désolé, je te coupe un peu la parole, normalement c'est plutôt les hommes. Ici, c'est les femmes qui coupent la parole. Voilà, là c'est les femmes. Généralement, nous, là, depuis janvier 2020, systématiser un budget de solutions de garde dans nos événements. Parce qu'on sait que femmes et hommes ne sont pas logés à la même enseigne, et si on ne met pas de solution de garde, on attire moins de femmes. Et aujourd'hui, en mettant une solution de garde, ça coûte un bras, je vous l'assure, mais c'est hyper important si on veut plus de femmes sur nos événements. Et on a des femmes de tout horizon qui nous remercient H24 quand on propose ces solutions de garde. Ça ne met pas trop de temps à mettre en place, alors ça se budgétise, mais c'est vraiment important si on veut plus de femmes. Le dire, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Et tout ça, ça participe aussi de dire, voilà, vous avez des enfants, on sait très bien que de manière naturelle, vous allez plutôt éviter de venir à des événements parce qu'il y a les courses, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a toutes les contraintes. Dans ce cas-là, nous, on intègre cette problématique-là. Ouais. Je m'arrête là. Pardon, je te laisse finir. Non, on voudrait vous laisser la parole, mais comme d'habitude, le temps manque. Travailler en réseau, donc là, extrêmement important de s'inspirer aussi des bonnes pratiques. Quand vous avez des bonnes pratiques, de les faire connaître. Travailler aussi avec les acteurs publics. Voilà, on pense qu'il y a une vraie nécessité de créer une émulation, comment on dit ? Une émulation autour de cette question-là, de partager les bonnes pratiques, parce que ça nous permet aussi d'interroger, nos pratiques. Rapidement, si tu peux avancer. Un exemple très très rapide. Ah ben non, on l'a enlevé, ok, très bien. Voilà, on a fini de parler. L'idée, c'était de vous laisser un peu la parole aussi, de savoir, vous, si au quotidien, vous percevez
des situations. Et si surtout vous avez de bonnes actions dans vos entreprises, si vous pouvez faire remonter ça, partager ces expériences-là, c'était un peu ça l'idée. Puis si vous avez des questions aussi, on essaiera d'y répondre. Merci. Bonjour, moi c'est un sujet qui me parle beaucoup en fait. Je suis dev à la Maïf depuis pas très très longtemps, mais je fais du dev depuis une vingtaine d'années. Clairement, j'ai fait beaucoup de SS2I, donc on m'a souvent dit, mais pour progresser dans ta carrière, tu veux pas faire un métier moins technique, où on pourrait mieux utiliser tes compétences? J'ai dit, non, moi mon métier c'est dev, la MOA, excusez-moi s'il y en a, mais ça m'intéresse pas en fait. Le fonctionnel, j'aime pas ça. Enfin bon, bref. Et du coup, il y a un vrai sentiment d'imposture déjà quand on est une femme et qu'on est dans la tech et qu'on fait un boulot de tech, pas les... C'est très bien les boulots autour, hein, mais les boulots de technicien, clairement, c'est... on a l'impression d'être là et d'être là pour la minorité. En plus des blagues sur ouais, mais toi, t'as été prise parce que tu fais partie de la minorité. Il nous fallait des gens de couleur, des gros et des femmes, quoi. Enfin, à peu près, quoi. On a ça, quoi. C'est des blagues, mais on les entend quand même. Et comment faire pour que les femmes, justement, se sentent... du coup, moins dans la posture et du coup accepte, parce que comme on se sent dans la posture, on accepte des salaires moins élevés, on se bat moins pour avoir des postes plus élevés. On se dit, bon, c'est vrai que je suis pas hyper forte, alors qu'un mec, même s'il sait pas faire, il va dire, oh, non, mais c'est bon, je masterise, dans 2 mois, j'aurai appris que de toute façon, je vais travailler le soir et puis ça passera crème, parce qu'on n'a pas été élevé pareil, en fait. Nous, on prend un poste quand on est sûr d'assurer dessus. Un mec se dit, je vais prendre le poste, et puis quand j'y serai, je me débrouillerai avec mes copains, on va tous jouer aux billes ensemble et tout va bien se passer, quoi. Nous, c'est ce qu'on fait au quotidien. En fait, c'est vraiment des vases communicants. On va travailler auprès des femmes, d'expliquer croyances invalidantes, autocensure, stéréotypes. Généralement, quand on fait un événement sur les croyances invalidantes, on va dire oser se lancer. On ne dit pas c'est pour femmes, c'est pour hommes. On a majorité de femmes. Parce que c'est des sujets qui parlent surtout aux femmes sur j'ose pas y aller, j'ai peur d'y aller. Donc on essaie déjà de travailler sur ces lieux-là et de dire ok, voilà, juste comprenez que vous avez des biais, vous avez des stéréotypes, c'est pas que vous n'avez pas la capacité à faire, c'est qu'on vous a expliqué, ou en tout cas on vous a éduqué d'une certaine manière. Donc ça c'est la première chose qu'on fait auprès des femmes. Négociation salariale aussi, on va travailler sur ces sujets-là, présentation des métiers, et puis après on va travailler aussi auprès des entreprises, ou auprès des personnes qui travaillent dans les entreprises, comme on peut le faire là aujourd'hui, d'expliquer ce que nous on voit au quotidien sur le terrain, de dire voilà, pourquoi on manque de femmes aujourd'hui, voilà d'où on en est arrivé et ce qu'on peut faire. Et de rapporter en fait ce que nous on voit sur le terrain tout le temps, et faire que ça bouge. Alors c'est pour ça qu'on essaie aussi de vous rameuter avec nous, parce qu'on a besoin en fait, on a besoin de monde. À 2, on n'est que 3 dans l'association, on ne peut pas tout faire. Donc c'est vraiment essayer d'avoir des personnes qui le font avec nous, femmes et hommes. Là aujourd'hui, on a fait aussi exprès, c'est pour ça que j'ai emmené aussi Arthur, c'est que c'est Arthur qui parle de mixité. Donc c'est un homme, parce qu'on a tendance à penser que le sujet de la mixité, c'est que pour les femmes. Non, il est peut-être plus calé sur le sujet que moi. Voilà, c'est plutôt d'essayer de dire, on casse un peu les codes, et on a besoin de vous pour casser les codes et partager sur les métiers. On le voit aussi auprès des écoles, ou même des parents. Moi, j'ai travaillé dans une école informatique, de dire aux filles, venez dans le numérique, c'est super, venez, c'est génial, c'est pour vous. Et quand on les amène sur des stages ou des journées immersion, et qu'elles rentrent dans la classe et c'est que des garçons, voilà, ça peut faire peur aussi. Donc du coup, c'est d'essayer d'accompagner aussi ces transitions-là. Ça va mettre du temps, mais on a besoin que tout le monde comprenne c'est quoi aujourd'hui, c'est quoi le problème en fait. Voilà. Ça répond. Alors, je vais compléter. Alors moi, ce qui est intéressant, je trouve ça toujours très éclairant, parce que moi, je vous ai raconté des trucs, vous vous êtes peut-être dit, ouais, d'où il parle, qu'est-ce qu'il raconte. Et là, on a un exemple parfait de ce que peut être le quotidien, de comment les femmes se perçoivent aussi. Enfin, vraiment, le témoignage est vraiment très riche, en très peu de phrases, très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire vite, hein. Pardon ? Je parle vite. Moi aussi, mais c'est pas grave. Les gens suivent après. Ce qu'on peut faire, c'est, nous, on travaille aussi beaucoup sur les présentations de métiers, d'amener des femmes à montrer. Vous pouvez, vous, les femmes, jouer les rôles modèles. Alors, je sais qu'on l'aime pas, parfois c'est mal vu, mais c'est extrêmement important pour des filles de voir que c'est possible, que ça existe, et de pouvoir se représenter, de se dire, tiens, j'y avais pas pensé, elle le fait. Et même fait intéressant, pour nous, c'est hyper dur de présenter des métiers techniques aux femmes. Donc on essaie des fois de ne pas dévoiler le métier, mais dès qu'on arrive sur marketing, RH, communication, on a énormément de femmes. Dès qu'on arrive sur de l'intégration, du technicien helpdesk, sur même de l'IA, de la recherche data scientist, là on rame.
on rame vraiment pour aller chercher des femmes. Voilà, parce qu'on sait que c'est inscrit, donc on a besoin déjà de montrer des femmes, parce que déjà c'est dur de trouver des femmes qui travaillent sur ces métiers très techniques, donc on a besoin de montrer que le métier est présenté par une femme, donc c'est possible d'y aller. Donc vraiment, c'est pour ça que les présentations métiers permettent de casser les codes et de montrer que vous n'êtes pas que des geeks. Et les entreprises ont aussi leur rôle à jouer, notamment sur la rédaction des offres d'emploi. C'était extrêmement intéressant ce que vous disiez sur le fait que les femmes attendent de cocher toutes les cases. Et c'est extrêmement vrai. On le voit, les hommes à 60%, quand ils voient une offre d'emploi, ils disent tiens, je remplis 60% des cases, j'y vais. Une femme à 90, 95%, elle y va. Regardez, moi je le fais assez souvent, regardez les offres d'emploi dans le numérique, il y a toujours une quinzaine de missions. Et moi, quand je travaille avec les entreprises, je leur dis vraiment, tous les jours, cette personne doit faire tout ça. Non, alors priorisez, mettez-en 5, 4. Là, vous allez aller trouver des femmes, vous allez favoriser la candidature des femmes et vous n'allez pas perdre les hommes qui iront quand même. Même le wording, d'utiliser des termes sur l'esprit de compétition, la rigueur, sont des termes qui amènent à exclure les femmes. C'est vraiment un travail du quotidien et dans les moindres détails qui peut jouer la différence. Vous aimez vous challenger. Et ça, on voit que c'est des choses qui parlent aux hommes, alors qu'on peut aller sur d'autres questions. Je vois qu'il y a une question, je finis rapidement. Il y a aussi un autre sur le champ lexical. C'est extrêmement intéressant de présenter les métiers différemment. Moi, j'ai échangé avec une UX/UI et elle me présentait son métier que je connaissais absolument pas. Je lui dis mais en fait, tu fais de la psychosociale, quoi. Tu as des groupes tests et tout ça. Voilà. Et quand on voit les offres d'emploi, elles sont hyper techniques. Et pourquoi ? En fait, il y a plein de compétences. Tu parlais de technicien helpdesk. Il y a plein de compétences d'écoute, de patience. Alors, jouons sur les stéréotypes aussi, justement. Mettons en avant ces compétences-là dans ces métiers parce qu'on en a besoin. Jouons sur les stéréotypes pour attirer les femmes et on fera aussi changer la filière. Pour celles qui le sont moins, ce qu'on n'est pas non plus notre stéréotype, comme vous n'êtes pas tous des garçons boutonneux, sans cheveux et qui ne savent pas parler aux filles, et ben en fait, nous, ça nous dessert beaucoup plus en fait. Parce qu'on attend de nous qu'on soit patiente, bienveillante, que quand il y a un petit jeune dans l'équipe, ça soit nous qui le prenions sous notre aile, que quand il n'y a plus de teneur dans l'imprimante ou qu'il n'y a plus de papier, alors ça, c'est un peu passé, mais quand j'ai commencé à bosser, c'est Gaël, il n'y a plus rien dans l'imprimante, ou Gaël, j'ai pas le café. Débrouille-toi en fait, j'ai envie de te dire, t'as deux mains quoi. Donc en fait, c'est pas bon non plus de jouer sur ces stéréotypes parce que ça nous enferme aussi quand on n'est pas, oui, quand on tient pas. Sauf qu'on ne ment pas. Il y a besoin de ces compétences dans ces métiers-là. Pourquoi vous les mettez pas en avant ? Pourquoi elles ne le mettent pas en avant ? Moi, je les ai pas spécialement. Moi, non, je parle pas. Alors moi là, je parle de deux métiers, les techniciens helpdesk ou le UX. C'est des métiers où il y a besoin de ça. Il y a besoin. En fait, c'est des fois de gommer la technique qui peut faire peur et où les femmes ne se retrouvent pas, et d'essayer de mettre en avant d'autres compétences où les femmes peuvent se retrouver. C'est d'un moment d'essayer de vraiment, c'est un travail de presque au millimètre, mais de détail, d'essayer de voir comment on peut attirer plus de femmes, quitte à faire 2 annonces et essayer de voir laquelle fonctionne le mieux. Mais voilà, il faut généralement, des entreprises ont tendance à mettre toutes les compétences, dire je fais bien, je mets tout, comme ça donnera envie. Et en fait, non, ça peut avoir un impact sur le recrutement. On peut en discuter si vous souhaitez après. On sera après là-bas, facile à trouver avec le jeune. Juste une petite dernière question qui après on va... On nous vient. Allô, ça marche ? Bonjour, merci pour la conf. Merci. Je suis venu ce matin parce que j'ai ma copine qui veut changer de métier dans le numérique, justement. Je ne m'attendais pas du tout à ce format et je suis agréablement surpris. Merci. J'ai eu peur. Et c'est la première fois que je vois un sociologue qui vient intervenir dans ce milieu et ça apporte une certaine fraîcheur. C'était son bisutage. C'est un bisutage réussi. Et moi, j'aurais une question réflexion. Enfin, je ne sais pas, c'est dans ma tête. Moi, je pense qu'on est à un moment clé. C'est-à-dire que je pense qu'on est éduqué par des gens qui ont été éduqués il y a 80 ans. Donc, c'est-à-dire que nos profs ont été formés il y a encore 40 ans par des gens il y a 40 ans. Donc, je pense qu'il y a un changement de mentalité qui peut s'opérer, mais qui va s'opérer peut-être maintenant ou peut-être encore dans 20 ans, en fait. Je pense qu'il faut être patient et que ça va venir. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu prends en compte dans tes réflexions aussi, mais je crois que c'est Emmanuel Todd qui en parle de ça, d'ailleurs. Et il dit que, voilà, on est formé par... Là, moi, quand j'étais à l'école, j'avais un prof qui avait 50 ans, qui a été formé par lui quand il était petit. Il avait un prof qui avait 50 ans. Du coup, on a 80 ans de retard à chaque fois sur l'éducation. Et c'est un vrai problème dans l'éducation. Et ce qui fait que je vois encore mes parents où ma mère était bobonne et papa travaillait. Et on voit nos grands-parents où ma grand-mère n'avait pas de compte en banque, pas de travail. Et on voit que ça évolue. Donc moi, je voulais partager juste une vision optimiste. Voilà. Ouais. Que dans 20-30 ans, je pense que ça va changer. Et après... Il ne faut pas se voiler la face, on est aussi dans un secteur concurrentiel, et donc ça permet aussi d'avoir plus de poids en tant que personne qui cherche un travail,
pour mettre plus en avant la diversité et l'égalité, alors qu'il y a d'autres secteurs comme l'industrie où ils s'en foutent complètement. Et les femmes sont moins payées que les hommes, clairement, parce qu'ils sont des femmes. Et c'est le cas dans cette filière-là aussi, hein. Les femmes sont moins bien payées. Oui, aussi, mais c'est pire dans d'autres secteurs. Nous, on a la chance ici. Ouais, mais alors voilà, je partage et je vais faire la voix. C'est pas parce que c'est pire ailleurs que... Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on se serve de nous, ce que nous, on a. J'ai pas le temps de déployer tout mon argumentaire. Il faut qu'on se serve de nous, ce qu'on a, nous, dans notre secteur, justement, pour le porter ailleurs. C'est ça que je voulais dire, en fait, que c'était juste une analyse froide de la situation. Le travail en réseau, c'est aussi avec les autres filières. Et c'est ce qu'on essaye de faire, mais à chaque fois, voilà, c'est compliqué. Mais je pense que... Moi, je suis optimiste, personnellement, et je pense que d'ici plusieurs dizaines d'années, je pense que ça va évoluer dans le bon sens. Et que c'est une réflexion, pensée, je sais pas ce que tu Moi, ça dépend des matins, voilà. En fait, c'est que, même pour aller plus loin, et j'essaie de faire vite, c'est aujourd'hui... quand on essaie de sensibiliser les jeunes, c'est même encore plus difficile de leur faire comprendre que femmes et hommes ne sont pas logés à la même enseigne parce que pour elles ont l'impression que c'est acquis. Et c'est encore plus difficile de leur dire attention, vous allez avoir des stéréotypes, vous avez des biens inconscients, vous portez un héritage. Et généralement, voilà, tu peux peut-être donner l'exemple des jeunes que tu as accompagnés où la fille parlait de bagarre. De bagarre. Elle nous dit, elle est bagarreuse comme un garçon. On s'est dit, ah oui, et pourtant, elle disait, mais moi, je suis sûre que je serai à l'égal des hommes. Et tout de suite après, elle a pris l'exemple en disant, mais moi, les femmes aujourd'hui se battent comme les hommes. Pourquoi les femmes se battent comme les hommes? Et en fait, c'est encore plus difficile auprès de la nouvelle génération de faire comprendre qu'aujourd'hui, on a encore besoin de chausser de l'égalité parce qu'elles ont tendance à dire que non, mais nous, on est au clair, on sait où on veut aller, on ne se laissera pas marcher dessus, etc. Donc ça peut évoluer, mais on a aussi besoin que tout le monde avance dans le même sens. Parce qu'on sait que c'est pas non plus gagné en disant on va attendre que ça passe, quoi. On voit nous au quotidien que ça met du temps et il faut plutôt essayer d'avancer, d'accélérer ou faire que les efforts qui ont été faits ne soient pas... Moi, je prendrais 30 secondes pour finir et vous mettre bien le moral dans les chaussettes. Moi, je pense pas, je partage pas. Je pense que quand on regarde au niveau international, la situation des femmes est en train d'empirer. Par exemple, en Pologne, l'avortement. Ce qui se passe aux États-Unis, les indicateurs sont à la baisse. La pandémie a accentué ça en plus. Elle a bien montré les inégalités. Alors c'est chouette. Pendant 6 mois, on s'est tous dit dans le monde d'après, on fera ça. Aujourd'hui, les AS sont en grève, les assistantes dans les hôpitaux, pardon, sont en grève, les sages-femmes, merci, sont en grève. Voilà, la réalité qu'on continue à voir. Alors pour la filière, pour le monde du travail, on continue à voir les métiers des femmes comme des métiers passion. C'est vos compétences naturelles. On va quand même pas bien vous payer pour ça. Voyez aussi ce qui se passe avec les psychologues, voilà, qui est un métier de femme. Je finis. Qui est un métier de femme et où on leur répond, bah attendez, vous voulez quand même pas être payé plus pour écouter les gens, quoi. Ben voilà, c'est biologiser les compétences féminines. Mais si vous voulez, nous on sera juste après pour boire des cafés. Si vous voulez venir nous voir avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Merci pour votre écoute. Merci. Merci à tous les deux.